Salut à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de l'Oxalis et l'or. Perso, l'Oxalis, moi je trouve que ça ressemble à un nom de shampoing, mais apparemment, ce serait une plante. Quoi qu'il en soit, le catalogue Seinen des éditions Glénat accueille une nouvelle œuvre on ne peut plus intrigante, l'Oxalis et l'or. Première publication pour Kitano Eiichi, un jeune auteur ayant débuté sa carrière en 2013 et ayant auparavant signé 2 autres séries courtes dans son pays. De son nom original, Katabami to Ougon, cette œuvre est prépubliée depuis 2019 dans le magazine Ultra Jump de Shueisha. Et après avoir abordé les arts martiaux et la musique dans ses 2 premières séries, ici le mangaka s'attaque à un gros morceau, la ruée vers l'or, dans les États-Unis du milieu du 19e siècle. Pour cette fiction se déroulant dans un cadre historique assez rigoureux, le mangaka s'est d'ores et déjà attiré les louanges de certains spécialistes du genre, à commencer par Yukimura Makoto, Vinland Saga, et Noda Satoru, Golden Kamuy, excusez du peu. Tout commence au cœur de l'Irlande, en 1849, précisément l'année où débute la ruée vers l'or aux USA. Les terres irlandaises sont rongées depuis quelques années par la Grande Famine, ayant déjà poussé nombre d'Irlandais à émigrer, essentiellement vers le continent américain. Et de leur côté, la jeune Amelia O'Neill et son fidèle Connor Bowen sont bien décidés à faire de même quand ils auront réussi à réunir la somme nécessaire pour prendre le bateau. Avant la famine, Amelia était une enfant heureuse aux côtés de ses proches, et Connor, fils d'une famille ayant toujours apporté ses services aux O'Neill, il a toujours été là pour elle. Mais voici déjà un certain temps que tous leurs proches ont succombé soit de la faim, soit de la maladie. Et voici trop longtemps qu'ils sont livrés à eux-mêmes, survivant tant bien que mal, après avoir traversé tant de douleurs. Amelia n'a d'ailleurs que la peau sur les os, à tel point qu'elle est beaucoup trop chétive pour une fille de 14 ans. Mais c'est en ayant été nourrie par ces épreuves terribles, qu'elle s'est mise en tête une quête folle, comme tant d'autres personnes du monde entier de cette époque, à savoir partir jusqu'à New York, puis traverser les États-Unis de l'extrême est à l'extrême ouest jusqu'en Californie pour y dénicher de l'or. Sur la route, les 2 inséparables compères pourraient certes éventuellement trouver un bonheur simple, mais c'est absolument pas ce qu'Amelia veut, non. Pour prendre sa revanche sur la vie et compenser toutes les douleurs vécues, il lui faudra au moins devenir riche. Au moins. Derrière un titre pas du tout parlant pour l'instant, pourquoi l'Oxalis, la série nous prépare donc à un voyage bourré d'ambition, au fil de ce premier volume introductif et pourtant déjà très prenant, d'autant plus qu'il nous fait vite traverser l'océan. De ce fait, 3 grandes étapes ont lieu dans ce volume 1, augurant d'un périple qui forcément sera pas de tout repos, et qui surtout se voudra assez rigoureux dans l'évocation de nombreuses choses historiques, comme en témoigne sûrement la supervision de la série par Takano Kazuyoshi, un professeur de l'université de Kyushu spécialisé dans cette période. Tout commence donc par une incursion immersive dans une Irlande déchirée par la Grande Famine. Pauvreté, faim, terre dévastée, mort. L'auteur évoque vite et bien le contexte terrible à travers nos 2 héros ayant un passé douloureux et ayant perdu tous leurs proches. Kitano se veut d'ores et déjà assez riche en évoquant certaines choses typiques de l'Irlande, comme les tourbes, les terres battues par le vent, ou même le plat si typique qu'est l'Irish Stew. Tout comme il s'applique à souligner le contexte d'alors, notamment vis-à-vis des voisins anglais, les terres irlandaises étaient possédées par les Anglais, de quoi déjà bien laisser deviner ce que sera l'œuvre dans sa part historique. Et cela se confirme avec l'arrivée du voyage en bateau qui, elle aussi, se voit efficacement décortiquée. Conditions de vie déplorables des immigrés sur le navire, repas très frugaux, obligation de dormir à 3 dans des couchettes insalubres, bourrées de poux et de nuisibles pouvant amener des maladies, conditions météorologiques dures, et forcément des morts inévitables dans telles conditions, que l'on appelait la fièvre récurrente, même si dans l'adversité, Amelia s'attire la sympathie d'une nouvelle rencontre. Quant à la deuxième moitié du tome, elle s'attaque déjà à l'arrivée à New York, au premier pas du duo dans cette immense ville, qui leur apparaît forcément gigantesque à côté de leurs villes irlandaises de Cork ou Galway. Mais alors qu'Amelia espère déjà vivre un vrai renouveau dans cette cité censée être le symbole de liberté, il lui faudra composer avec différents problèmes.
Rabatteur, cherchant à arnaquer les nouveaux venus par différents moyens. Racisme parfois profond envers les nombreux migrants irlandais, qualifiés de dégoûtants, porteurs de maladies, illettrés, pauvres ou même catholiques sur des terres protestantes. Et dangerosité autour des différents gangs de la ville. Sur ce dernier point d'ailleurs, l'auteur évoque volontiers des gangs ayant réellement existé comme les Dead Rabbits, un gang irlandais, ainsi que des figures assez terribles de l'époque, telles que Billy the Butcher, chef du gang le plus important, faisant régner la loi à sa manière et haïssant les Irlandais. Autant de dangers qui risquent forcément de vite croiser la route de nos héros, aboutissant même à un climax en fin de tome. Mais en dehors de ça, Kitano présente aussi d'autres choses, comme une autre rencontre plus positive pour nos héros, ou un petit cours sur la place du café à l'époque. En somme, on a déjà une vraie richesse de fond dans ce début de périple, mais une telle œuvre serait sûrement moins prenante sans des héros réussis, et de ce côté-là, on peut dire que le duo principal en impose facilement dans son genre, en particulier Amelia. Car la jeune fille, après tout ce qu'elle a vécu d'horreur, démontre un sacré courage, où elle est loin de se morfondre sur elle-même. Bien au contraire, elle a beau disposer d'un physique très affaibli, elle se veut énergique et même enjouée, mais on cerne bien qu'il s'agit surtout d'une apparence. Elle veut se persuader, tout ira bien, pour ne pas sombrer, et ça la rend d'autant plus attachante, voire parfois amusante quand elle fonce. Surtout que derrière ce caractère et sa soif de grandeur et d'or, pour compenser son passé tragique, on entrevoit aussi une adolescente assez charitable, notamment par rapport à l'empathie dont elle fait preuve sur le bateau. Et à ses côtés, Connor est une figure indispensable, mettant son grand gabarit au service de sa précieuse maîtresse, dans tous les cas de figure, toujours prêt à la soutenir. Si bien qu'on sent vraiment que ces deux-là sont tout l'un pour l'autre, depuis qu'ils ont perdu tout leur poids. Notons aussi que, malgré la rudesse du contexte, l'œuvre ne se veut pas excessivement pesante. L'auteur s'attarde jamais trop sur les moments difficiles et émouvants, jauge bien les choses et sait même compenser avec de régulières notes d'humour, tirant notamment parti du côté fonceur d'Amelia et du côté chien-chien de Connor. Le petit climax de fin se paye lui-même une part humoristique dans la manière dont Amelia provoque celui qu'il ne fallait surtout pas embêter. Enfin, sur le plan visuel et narratif, c'est prometteur. Kitano démontre une certaine rigueur dans les éléments d'époque, tenues et bâtiments, sans trop en faire, et insiste sur une narration enlevée, ainsi que sur un trait dynamique et expressif, pour apporter un souffle constant, efficace en somme. Au bout du compte, le périple d'Amelia et Connor, dans leur soif d'or, démarre sous de très bons auspices, avec ce premier volume déjà assez riche, immersif et bien rythmé. Suivre cette ruée vers l'or dans un cadre historique assez rigoureux s'annonce particulièrement plaisant et l'on espère bien que la suite saura confirmer ces très bonnes impressions. Côté édition, Glénat nous sort un volume au papier un peu fin, avec une impression correcte. Pas de page couleur, mais un petit bonus fun enfin. Pour la cover, on retrouve une illustration Jap, mais la position du titre est devenue plus traditionnelle. Il y aura également un bandeau pub qui montre que ce titre est approuvé par Noda, le mangaka à l'origine de Golden Kamuy. Et pour aller avec ce titre, voici une petite sélection en lien avec le Far West. Déjà, t'as Skyhawk de Taniguchi Jiro. Ici, on va mixer amérindien et samouraï japonais. Un mélange qui fonctionne carrément bien. Après, t'as le one-shot Old West, mais je développerai pas, car on en a déjà parlé dans un manga 2. Et puis, t'as aussi la partie Steel Ball Run de JoJo's Bizarre Adventure. Tu vas y retrouver une course de chevaux à la sauce Araki. Et si tu veux en savoir plus sur les gangs de New York et la façon dont les Irlandais ont été traités, il y a aussi Gangs of New York, du fameux Martin Scorsese. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire l'Oxalis et l'or. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Moi, depuis que j'utilise Oxalis et l'or, fini les pellicules, fini les nœuds, fini les cheveux en fait.